Salut à tous, je m'appelle Thomas Becker, je suis étudiant à l'école de journalisme de Sciences Po et j'ai un podcast qui s'appelle Les Clés de la Maison Blanche avec Lionel Gendron, qui est grand reporter et ancien correspondant aux États-Unis pour RTL et M6. Et on va vous expliquer comment fonctionnent les élections. Alors évidemment, vous avez accès au podcast sur toutes les plateformes, mais là, je vais vous parler de l'élection, comment ça marche, qui sont les candidats, quels sont les enjeux. Évidemment, ça arrive vite le 5 novembre, donc vous êtes au bon endroit pour tout savoir. Alors d'abord, on va voir comment fonctionne l'élection américaine. En France, on a l'habitude de voir beaucoup de candidats, parfois même une dizaine. Aux États-Unis, c'est bien différent. Déjà, il n'y a que deux partis, les démocrates en bleu, les républicains en rouge. Chaque parti choisit son candidat pendant ce qu'on appelle une primaire et ensuite les deux s'affrontent pendant une élection générale. Cette année, ça se tient le 5 novembre. Alors le système, il est bien différent du système français. Il n'y a pas deux tours comme on en a l'habitude ici. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Non, là-bas, c'est en une seule journée, en un seul tour. Et vous avez l'habitude de voir cette carte des États-Unis. Et on assigne à chaque État, les 50 États, un numéro. C'est le nombre de grands électeurs. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est proportionnel à la population de l'État. Plus il y a d'habitants, plus il y a de grands électeurs. En Californie, plus de 40 millions d'habitants, c'est 54 grands électeurs. Par exemple, le Wyoming, qui en a beaucoup moins, 500 000 habitants, c'est 3 grands électeurs. Et donc, à la fin, le but, c'est d'en avoir au moins 270. C'est ça qui permet à la fin de remporter l'élection. Alors pour gagner le nombre de grands électeurs dans un État, il suffit juste d'avoir un vote de plus. Et si vous en avez juste un de plus, eh ben vous remportez tous les grands électeurs. C'est pas proportionnel, on ne se partage pas les grands électeurs. Vous prenez tout si vous remportez l'élection juste à une seule voix. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que là on parle de l'élection américaine, je vous ai donné la date du 5 novembre, mais tout ne se joue pas le 5 novembre puisque en ce moment même, là où on parle, les Américains sont déjà en train de voter parce que là-bas, il y a ce qu'on appelle le vote anticipé. Alors en France, ça n'existe pas, mais en fait là-bas, les gens peuvent déjà aller voter, ils prennent leur voiture, ils déposent leur bulletin de vote dans des sortes de petites urnes, un peu ça ressemble à des boîtes aux lettres, ou alors ils envoient leur bulletin par la poste et ça permet en fait d'encourager les gens à aller voter. Sur les 154 millions de votants l'année dernière, 100 millions ont voté de façon anticipée. Alors quand vous entendez parler de l'élection américaine, forcément vous entendez les swing states, les États clés. En fait, ça c'est les États qui sont le plus importants. Pourquoi ? Parce que c'est là où les candidats vont concentrer le plus d'argent, le plus d'énergie pour gagner. Évidemment, en Californie, au Texas, à New York, en fait, on sait un petit peu en avance qui va déjà gagner. Voilà, en Californie, c'est Kamala Harris, au Texas, c'est Donald Trump. Mais il y a d'autres États, cette année, il y en a 7 qui sont très indécis et c'est là que va se jouer les élections. C'est des États qui ont une sociologie particulière, comme dans le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie. C'est des États en fait qui sont anciennement des bastions de l'industrie, donc il y a des grandes villes où il y a beaucoup de gens qui votent démocrates, des terres qui sont des territoires qui sont un petit peu désindustrialisés, où il y a une rancœur, et c'est ces États notamment qui ont voté pour Donald Trump en 2016. Et puis à l'intérieur de ces États, il y a aussi des grandes portions rurales, pareil avec des gens qui votent souvent pour les républicains. Donc vous mélangez tout ça et finalement à la fin vous avez des écarts qui sont très serrés entre les démocrates et les républicains. Donc il n'y a pas que ces États du Midwest, il y a aussi la Géorgie, la Caroline du Nord et un peu plus à l'ouest, l'Arizona et le Nevada. Cette année, l'État clé dont on parle le plus, c'est la Pennsylvanie. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui rapporte le plus de grands électeurs, 19. Il est très indécis. Kamala Harris et Donald Trump n'ont pas cessé de faire des meetings. C'est d'ailleurs là-bas que Donald Trump a failli se faire assassiner à Butler, là où il a pris une balle, et vous avez sûrement vu cette image incroyable. Alors, les deux candidats, Donald Trump, Kamala Harris, bon, vous les connaissez sûrement et on va commencer par le plus connu, Donald Trump. Évidemment, il a déjà été président entre 2016 et 2020. C'était une surprise parce qu'il a défié tous les pronostics face à Hillary Clinton il y a 8 ans. Et donc, il est de nouveau candidat. C'est le maître absolu du Parti républicain. Il domine vraiment ce parti qu'il a, on va dire, repoussé un petit peu il y a 8 ans quand il était candidat. Aujourd'hui, tout le monde est acquis à sa cause. Donald Trump, c'est un peu un phénix de la politique parce qu'il a perdu en 2020. Il n'a jamais reconnu sa défaite, vous vous en souvenez peut-être. Il a toujours refusé d'accepter que Biden l'avait battu il y a 4 ans. I didn't lose, but they say I lost, Joe. They say I lost by 22,000 votes. Et en 2022, il y a eu des élections de mi-mandat. Pendant le mandat de Joe Biden, les républicains devaient remporter ces élections largement, mais ils ont suivi la stratégie de Donald Trump. Et finalement, eh bien, les électeurs américains ne se sont pas vraiment tournés vers les candidats radicaux. Et à ce moment-là, tous les observateurs s'étaient dit « mais ça y est, Donald Trump, c'est fini ». Le Parti républicain va pouvoir enfin créer la rupture, dire stop à Donald Trump. Il y a un gouverneur qui s'appelle Ron DeSantis, qui est le gouverneur de Floride, qui prenait un petit peu d'épaisseur. On s'est dit, ça y est, ça va être lui, le futur président républicain. Sauf que non, Donald Trump a réussi, à coup de stratégie politique, à rester le maître absolu. Et donc c'est lui encore le candidat républicain cette année.
Alors la particularité de Donald Trump, c'est que c'est une bête de scène. Il est très très fort en meeting, il y a des dizaines de milliers de personnes qui se pressent à chaque fois pour aller le voir. Il est capable de parler un petit peu de tout et n'importe quoi. Alors souvent, il sort un petit peu de son prompteur, il ne lit plus ses textes, il part dans des considérations. Je vous avoue que parfois c'est un petit peu incompréhensible. But if I'm sitting down and that boat's going down and I'm on top of a battery and the water starts flooding in, I'm getting concerned. But then I look 10 yards to my left and there's a shark over there. So I have a choice of electrocution or shark. You know what I'm going to take? Electrocution. I will take electrocution every single time. Do we agree? Mais en tout cas, il est très très fort sur scène, c'est ça qui fait sa force, évidemment. Il est très charismatique et c'est pour ça qu'il fait, en tout cas les observateurs le disent, un très bon candidat. Alors Donald Trump, il tient parce qu'il a des fans, il a une base très solide, c'est ce qu'on appelle les pro-Trump, les MAGA, c'est les initiales du mouvement de Trump, Make America Great Again, vous savez, avec cette casquette rouge qui est devenue très célèbre. Mais Donald Trump, il a évidemment de nombreux détracteurs. Pour beaucoup de démocrates et d'indépendants aux États-Unis, c'est un danger pour la démocratie, et notamment parce qu'il a toujours refusé d'accepter sa défaite en 2020. Et souvenez-vous, eh bien, ses plus fervents militants avaient attaqué le Capitole aux États-Unis. C'est l'équivalent en France de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis. C'est ce grand bâtiment qui est un petit peu le temple de la démocratie aux États-Unis. Ces militants avaient eh bien, attaqué le Capitole. Ils étaient rentrés dans les bureaux. Ils avaient à ce moment-là, finalement, quasiment déclenché un coup d'État. Beaucoup de gens lui en veulent pour ce moment parce qu'il n'avait pas vraiment dit à ses supporters d'arrêter. Donc pour beaucoup aux États-Unis, Trump, c'est un danger pour la démocratie. Et ça, les démocrates, ils appuient là-dessus pour faire campagne. L'autre candidate, côté démocrate, eh bien, c'est Kamala Harris. Et il y a quelques mois, c'était pas elle la candidate, c'était Joe Biden, le candidat sortant. Il avait promis pourtant en 2020, quand il s'était présenté, Joe Biden, il ne fera peut-être qu'un mandat, ce sera une sorte de personne témoin. Il passera ensuite le relais à la génération la plus jeune, sauf que bien comme tous les politiques, eh bien, il n'a pas forcément tenu sa promesse. Il était de nouveau candidat en 2024 à sa succession. Sauf que voilà, Joe Biden, il est très âgé, très affaibli, et il y a eu un grand tournant dans cette campagne, ça il faut que vous le gardiez en tête, c'est le débat face à Donald Trump, où Joe Biden s'est littéralement écroulé, on ne comprenait absolument pas ce qu'il disait, certaines phrases étaient tout simplement incompréhensibles. Et là, eh bien, les démocrates se sont un peu levés comme un seul homme, le parti a poussé pour qu'il se retire. Et donc, Joe Biden a obéi en quelque sorte, il s'est retiré. Et donc, c'est sa vice-présidente qui, d'une manière assez naturelle, a repris le flambeau. Tout le Parti démocrate s'est rangé derrière elle et elle a suscité un grand espoir. D'un coup, elle a levé des dizaines de millions de dollars. Sa campagne était partie. En quelques semaines seulement, elle a comblé le retard que Joe Biden avait sur Donald Trump. Sauf que, voilà, depuis l'euphorie de l'été dernier, la dynamique de Kamala Harris s'épuise un petit peu. Quand elle parle à des journalistes un peu conservateurs ou même quand elle se rend dans des comtés un petit peu plus ruraux, eh bien, elle paraît plus conservatrice. Elle se rapproche parfois de Trump sur ses propositions économiques. Sauf qu'elle est capable aussi d'être interviewée par des journalistes très progressistes, d'aller dans des podcasts aussi qui sont très en vogue chez les jeunes. Et là, évidemment, d'être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libérale, ce qu'on appelle aux États-Unis. Donc, on ne sait pas trop où elle se situe vraiment. Et puis, elle a un petit peu un manque de personnalité en réalité. Elle a du mal à faire campagne, elle a du mal à paraître vraie. En tout cas, face à Donald Trump, c'est un petit peu ça qui pêche de son côté. C'est très serré, les sondages donnent vraiment les deux candidats au coude à coude. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. C'est absolument serré. L'élection la plus serrée aux États-Unis, ça a été en 2000 entre Al Gore et George Bush. C'est George Bush qui a fini par gagner, mais c'est la Cour suprême qui avait dû décider à la fin parce que ça s'est joué à quelques milliers de voix en Floride. Je peux vous dire que cette année, ça risque là aussi de se jouer à quelques milliers de voix dans certains États. Mon pari, c'est en Pennsylvanie et dans le Michigan que ça va être le plus serré. Alors abonnez-vous à Extra Student et bien sûr retrouvez mon podcast sur toutes les plateformes de diffusion. Ça s'appelle Les Clés de la Maison Blanche si vous êtes intéressé.